cette conférence qui à la fois s'intéressera à la Terre dans tous les sens du terme et à l'espace, puisque le thème c'est les systèmes spatiaux de production alimentaire en écosystème fermé. Je voulais juste en introduction déjà remercier l'Aéroclub de France qui nous accueille dans ses locaux. On se disait que c'était des locaux vraiment chargés d'histoire quand on pense à tous les pilotes, tous les astronautes, tous les gens et même les écrivains. Je pense à Jules Verne qui était un des premiers membres de l'Aéroclub de France. Donc merci à l'Aéroclub de nous inviter ici, puisque cette conférence est organisée à la fois par la commission astronautique de l'Aéroclub et l'association Grand Projet 21, la jeune association. Je tiens également à quelqu'un qui est excusé, qui est le président de la commission astronautique et de notre association, qui est Lucien Deschamps, qui est excusé, mais qui avait un empêchement, ne pouvait vraiment pas être avec nous ce soir. Mais c'est dans donc le cadre et de l'Aéroclub et de Grand Projet 21 qu'on organise cette conférence. Donc 2 mots sur Grand Projet 21. C'est une association, comme je vous disais, très jeune, qui a moins d'1 an, qui s'intéresse aux grands projets pour le 21e siècle, que ce soit dans le domaine spatial. On avait justement cet après-midi une réunion avec quelques-uns de nos membres qui sont, pour certains ici avec nous, sur la problématique du village lunaire. Mais Grand Projet 21 s'intéresse aussi à tout ce qui est grand projet lié à l'énergie, à l'eau, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur cette association, je vous renvoie au site de l'association agp21.org. Je vais passer vite sur les prochaines conférences, puisqu'elles étaient présentées là à l'instant. Elles seront rappelées sur notre site, et les invitations pourront vous être données. 2 mots pour présenter, je vais vraiment faire court, je vous rassure, pour présenter Jean Dinglas, que je remercie de nous faire cette conférence sur ce sujet passionnant. Et pour vous présenter, alors très rapidement, et vous me pardonnerez de survoler très rapidement votre parcours professionnel, je dirais que vous êtes membre et ancien président de l'Académie d'agriculture. De formation, vous êtes agronome. Vous avez fait également des études en matière d'ingénierie des sols, et de mécanique des sols et mécanique des fluides. Vous avez été, entre autres, chef d'unité de recherche au Centre technique du génie rural des eaux et forêts. Vous avez été directeur scientifique de l'Institut de recherche scientifique et technique pour l'environnement et l'agriculture. J'espère pas me tromper, vous avez été dans le conseil scientifique de l'IGN. Mais je dirais, au-delà de votre... et complémentairement à votre parcours, vous êtes un passionné d'espace et d'astronautique. Vous me rappeliez qu'à l'âge de 13 ans, vous aviez construit votre première lunette astronautique avec des éléments d'optique rachetés dans des surplus militaires. Donc, je vais vous passer la parole pour votre conférence qui fait cette belle synthèse entre la Terre, l'agronomie et l'espace. 2 sujets passionnants. Je vous laisse la parole. Merci de m'avoir présenté d'une manière aussi favorable. Et maintenant, je vais donc vous exposer ce que je pense de ce problème. Alors, pour maîtriser la machine, je suis malheureusement obligé de m'asseoir, n'ayant pas de pupitre, donc je suis obligé de m'asseoir, j'espère que vous me pardonnerez. Donc, chers amis, mesdames, messieurs, le sujet que je vais vous présenter cet après-midi, en fin d'après-midi, c'est comment peut-on, dans l'espace, alors dans l'espace au sens large, ça peut être aussi évidemment à la surface de certains astres, comment peut-on fabriquer disons des aliments frais pour les astronautes, et comment peut-on, par la même occasion d'ailleurs, recycler non seulement l'eau, mais également le gaz carbonique, et puis les différentes excrétions, si je peux m'exprimer ainsi, que chaque être humain est obligé d'avoir chaque jour. Un petit rappel d'abord assez rapide. L'humanité est sortie de l'ère de la cueillette et de la chasse il y a à peu près 10 000 ans, 10-12 000 ans, au début de ce qu'on appelle le néolithique. Et cette invention de l'agriculture a été à l'époque une révolution absolument fabuleuse, puisque au lieu de passer tout leur temps à courir après le gibier ou aller cueillir des baies dans les forêts ou extraire des racines, les groupes humains ont pu consacrer une partie importante de leur temps à faire autre chose, et donc à s'organiser. Alors,
suivi cette invention fabuleuse de l'agriculture qui a commencé par les récoltes de quelques plantes à graines, les ancêtres de nos céréales, et quelques racines, quelques fruits également. À partir de là, et en même temps à partir de la naissance de l'élevage organisé, qui consistait à mettre les animaux dans des enceintes, au lieu d'avoir à courir après pour les tuer et s'en nourrir, eh bien, toute la civilisation s'est développée, la métallurgie, les transports, l'organisation civique, etc. Alors, vous voyez, il y a un parallèle entre ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, 12 000 ans, et ce qui est en train de se passer actuellement avec l'expansion spatiale de l'humanité que j'ai symbolisée ici d'une manière tout à fait, disons, simple. Une serre spatiale, on en parlera tout à l'heure, qui ne sera probablement pas du tout ce genre qui est mis ici, et puis une île de l'espace, Apogéos, qui est ce qui est représenté dans la petite photo qui est ici en bas. Voilà. Alors, une première chose d'abord, je voudrais essayer de vous convaincre, c'est que il m'est apparu très tôt, comme d'ailleurs, je ne suis pas le seul, là, heureusement, que avec le stade de développement actuel de l'humanité, l'expansion spatiale était une nécessité non seulement impérative, mais une nécessité absolument absolue de survie. La plupart de nos futurologues ont le nez sur le guidon et ne voient pas plus loin que 50 ans. Bon, 50 ans, c'est pas beaucoup. 50 ans, c'est moins que ce qu'il y a derrière nous, la Deuxième Guerre mondiale. Au mieux, la fin du siècle. Mais alors là, il faut vraiment être déjà très, très avancé dans le domaine. Personne n'essaye de voir ce qui peut se passer dans 200, 300, 400, 500 ans. Imaginez un instant, à titre d'exemple, que vous preniez l'amiral Nelson, que vous sortiez de son Victory tel qu'il existe actuellement là, dans un port du sud de l'Angleterre, une espèce de barcasse de 40 mètres de long, et que vous le transportiez brutalement dans un sous-marin nucléaire lance-engin ou sur un porte-avions nucléaire moderne. Est-ce qu'il y a 200 ans à peine qui nous séparent de ça? Est-ce que vous pensez que Nelson y comprendrait quelque chose? Il n'y comprendrait rien. Il serait totalement dépassé. Alors vous voyez, actuellement, c'est très dur pour beaucoup de gens d'essayer de voir au-delà de 50, 80, 100, 200 ans. Alors regardons un peu ça avec un peu plus de détails. Rester sur la Terre, c'est bien beau. Mais d'abord, les ressources naturelles sont limitées. Puis il faut conserver la biosphère. Les recyclages, quoi qu'on fasse, ne sont jamais valables à 100%. Avec une humanité qui va progresser d'une manière exponentielle en connaissances scientifiques, en puissance non seulement d'armement, mais puissance dans tous les sens du terme, et qui va être en face d'un certain nombre de gens qui ont un besoin d'un désir de liberté, d'un désir de nouveauté, d'un désir de s'accomplir, et pour beaucoup d'entre eux, d'ambition. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être évidemment très instable, ça l'est déjà d'ailleurs à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à se mettre sous la dent, à part essayer de convaincre le voisin que leur idéologie est la meilleure, ou essayer de prendre ce que le voisin a et que ce qu'ils n'ont pas? C'est intenable. La Terre va se transformer progressivement en un musée, en un cimetière, avec une biosphère qui va se rétrécir. Et alors, que faire devant ça? Alors, il y a quelques romans de science-fiction qui l'ont un peu essayé de le schématiser. Il y a bien sûr Le meilleur des mondes d'Huxley, il y a Orwell, 1984, il y a aussi Soleil vert, qui est une horreur. Bon, mais 1000 ans, 10 000 ans, enchaînés sur la Terre, à tourner en rond, si j'ose dire, mais c'est impensable. C'est strictement impensable. L'humanité va exploser, disparaître, je ne sais trop quoi. Alors vous voyez, cela nous montre que nous avons là un besoin
d'aller essayer de voir ce qu'il y a ailleurs, d'autant plus que ce qu'il y a ailleurs est quand même très intéressant. Il y a plusieurs manières d'exploiter l'espace, et il y a la manière opportuniste qui est celle qui a été faite jusqu'à présent. Autrement dit, on y va parce que c'est intéressant, parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'il y a de la science, etc. Et il y a quelques projets focalisés, alors exemple le projet Apollo sur la Lune. Puis il y a une manière volontariste et plus structurante. Alors, ce classement-là n'est pas de moi, hein. Il est d'un auteur dont je n'ai pas le nom immédiat en tête, et s'il est par hasard, il est dans cette assemblée, je lui prie de m'excuser de l'avoir ainsi, m'être inspiré de son œuvre. Donc, la manière volontariste, je pense que c'est celle-là qui serait la plus positive. Et comment peut-on essayer de voir ça d'une manière un peu plus, disons, un peu plus pratique? Il est évident qu'on va continuer à explorer le système solaire et on va commencer à essayer d'utiliser quelque chose. Bien sûr, il y a l'exploration scientifique, il y a la connaissance scientifique. Et puis, il y a l'exploration. On va explorer les divers astéroïdes, la Lune, Mars, les satellites de Jupiter et de Saturne, etc. Où il suffit de regarder les photos de la NASA pour s'en convaincre. Et puis, on va commencer peut-être à regarder ce que les astéroïdes contiennent. Vous savez qu'il y en a un qui s'appelle Psyché, qui est à peu près la taille de la Corse. Il fait 160 km à peu près de long sur 80-90 km de large. Il est ellipsoïdal. Et il contient des milliers de milliards de tonnes de fer quasiment pur, avec du nickel dedans, et avec tous les métaux rares dont actuellement nos politiques se disputent à travers la planète. Le lantane, etc., tous ces métaux qui servent à faire des aimants permanents, non seulement ça, mais également de l'or, du platine, de l'iridium, etc. C'est une richesse fabuleuse. Psyché représente, Psyché 2 d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, en fait, Psyché 2 représente des centaines de millions d'années de la consommation industrielle de la Terre actuelle. Bon, c'est ahurissant. Ce sont des milliards de tonnes de matériaux intéressants, bruts, qui nous attendent. C'est un exemple. Et il y a aussi le danger des astéroïdes, les géocroiseurs, qui de temps en temps croisent l'orbite de la Terre. Il faut les surveiller, ceux-là, qui ne nous arrivent pas ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 60 millions d'années. Un astéroïde de 10 km de diamètre qui a percuté le sud du golfe du Mexique et qui a créé un cratère de 200 km de diamètre et qui a entraîné, par le bouleversement écologique qui a entraîné la disparition non seulement des dinosaures, mais d'une grande partie de la faune terrestre. Alors vous voyez, ça c'est la première chose qu'il faudra regarder d'un peu plus près. Et puis aussi le tourisme spatial, qui tente énormément de gens. Alors évidemment c'est très cher, mais il y a des gens à l'heure actuelle qui ont la fortune pour ça. Alors il y a la deuxième phase, c'est étude et surveillance. Installation fixe ou semi-permanente sur la Lune, Mars et quelques astéroïdes. Là, nous sortons d'une réunion dans laquelle on a commencé à parler de ce que pourrait être un village lunaire, avec ses applications, etc. Des installations pilotes minières sur certains astéroïdes intéressants. Et puis l'extension du tourisme spatial. Monsieur Elon Musk parle déjà d'envoyer 3 ou 4 touristes dans une capsule lancée depuis la Terre, faire le tour de la Lune et revenir. C'est intéressant comme idée. Tel qu'on le connaît, je pense qu'il ne la laissera pas en friche. Alors, il y a d'autres vues qui sont possibles, qui sont la création de véritables villes, d'îles dans l'espace. C'est une idée intéressante parce que on se libère de beaucoup de problèmes. On en a bien sûr d'énormes, qui est celui de la construction. Mais d'un autre côté, ces îles de l'espace sont des sortes d'arbres entre les planètes du système solaire. Et puis, ça peut être des prototypes de quelque chose de beaucoup plus lointain. Alors, c'est un rêve beaucoup plus lointain, qui serait l'exploration d'autres systèmes solaires. Alors, vous voyez, île de l'espace, Apogéios, le vol interstellaire. Alors là-dedans, il y a des tas de problèmes.
les problèmes de propulsion, les problèmes de construction du vaisseau spatial, les problèmes de résistance aux différentes conditions de l'espace. Toutes ces conditions-là sont extrêmement brutales, extrêmement contraignantes. Mais il y en a un parmi tout cela, il y a quelque chose qui nous intéresse directement, et c'est le sujet direct de ce que je vais vous exposer maintenant. Quand un être humain s'en va dans l'espace, il faut tous les jours qu'il ait 0,8 kg d'oxygène, 23,4 kg d'eau et 0,7 kg en sec de nourriture. Et il rejette 1 kg de CO2, il rejette 23,7 litres d'eau, parce qu'une partie de la nourriture qu'il a brûlée se transforme en eau, de la partie hydrogène, et il rejette en sec à peu près 0,2 kg de matière solide, venant des urines, venant des excréments solides, et venant également des eaux de lavage. Et c'est 2 tiers de ces substances organiques et 1 tiers d'éléments minéraux. Et si on veut essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça, il y a 2 solutions. Ou on recycle, ou on importe. Alors on va voir ce qu'on fait actuellement, je vais vous le dire dans quelques minutes, dans l'ISS. Si on recycle l'eau, on n'a plus besoin, enfin, recycle l'eau avec les moyens actuels, sans trop se poser de problème, on n'a plus besoin que de 3,5 litres d'eau par jour. On en perd à peu près de cet ordre-là. Mais ça, c'est les besoins de base. Mais à côté de ça, il y a quelque chose auquel peu de gens pensent, c'est le microbiote. C'est-à-dire que tout ce que nous trimballons comme microbes sur nous. Non seulement c'est la flore intestinale. Vous savez que la flore intestinale contient plusieurs dizaines de fois plus de cellules que n'en contient notre corps. Et des centaines d'espèces différentes de micro-organismes. Et que cette flore intestinale intervient d'une manière extrêmement importante dans la santé générale des individus. Aucun être humain, aucun animal sur Terre, aucun primate, aucun vertébré, aucun invertébré ne pourrait vivre à l'heure actuelle sans cette flore symbiotique accrochée à son organisme. Ça, c'est une première remarque. La seconde observation, c'est que la vie en commun, en milieu isolé d'un groupe d'êtres humains, entraîne des choses intéressantes dans ce microbiote. Ce microbiote a tendance à ce moment-là à s'uniformiser entre les différents êtres humains. Curieusement, vous voyez, il y a eu des études qui ont été faites dans des monastères qui vivaient très isolés, et on s'est aperçu que les religieux qui vivaient dans ces monastères finissaient par avoir des microbiotes qui se ressemblaient beaucoup. Tout simplement parce que l'air que nous respirons, les objets que nous touchons, tout cela contient une part importante de micro-organismes qui proviennent de ce microbiote. Et d'autre part, il n'y a pas que dans l'intestin où il y a ça. Ces microbiotes, vous le retrouvez également dans les voies respiratoires, dans les voies urinaires. Vous le retrouvez dans les dents, dans la bouche. Et dès que vous avez une infection buccale quelconque, même la plus minime que vous ne sentez pas au niveau d'une dent, immédiatement à ce niveau-là, il y a des multiplications d'organismes variés. Tout ça est en équilibre avec notre système de défense. Et le système de défense tient on peut dire en résistance à tout ça. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un certain nombre de ces microbes, en particulier, pensez à Escherichia coli qui vit dans l'intestin, se transforment immédiatement en pathogènes. Et c'est cet équilibre-là extrêmement dynamique, mais en même temps instable, qu'il va falloir respecter. Il faut y penser. Quelles sont les solutions actuelles ? Eh bien, les solutions actuelles, par exemple sur l'ISS, on recycle l'eau plus ou moins complètement, je vais y revenir dans quelques secondes. L'oxygène, au début, il était ravitaillé sous forme d'oxygène liquide. Maintenant, c'est fini, ça, c'est plus vrai. L'oxygène est maintenant obtenu à partir d'électrolyse de l'eau. L'eau est électrolysée avec l'énergie électrique des panneaux solaires. Alors, l'énergie provient de panneaux solaires, pour l'essentiel.
Mais on pourrait aussi l'avoir de pilules à combustible, c'était ce qui se passait sur Apollo, ou bien de générateurs nucléaires à partir de plutonium-238. Plutonium-238 est une forme de plutonium naturellement radioactive et qui est utilisée dans certains générateurs. On la trouve sous la forme de petits blocs de plutonium de forme cylindrique dont la radioactivité interne font qu'ils sont eux-mêmes à peu près à 600-700 degrés. Autrement dit, c'est un petit bloc de plutonium qui est rouge et qui rayonne de la chaleur. Sa radioactivité n'est pas du tout dangereuse, puisque essentiellement c'est du rayonnement alpha, et que quelques centimètres d'air et même la peau suffit à l'arrêter. L'élimination du CO2 se fait par voie chimique. Sur Apollo, c'était de l'hydroxyde de lithium, ou sous forme physique, à l'heure actuelle dans l'ISS, ça se fait sous forme d'absorption par du charbon actif ou par des combinaisons avec des éolytes ou par des combinaisons avec des amines, et lesquels produits sont ensuite exposés au vide spatial et le CO2 est éjecté. Donc on perd le CO2, on perd le carbone, on perd l'oxygène. Les aliments sont emmenés complètement tous les jours. Et, je suis passé un peu trop tôt au recyclage. Voilà le système qui s'appelle ECLCSS de la NASA sur l'ISS. Voilà comment c'est schématisé, vous voyez. Alors en particulier, l'eau est recyclée à partir de l'humidité de l'air, donc de la respiration et des transpirations, à partir des urines. Et il y a eu un début de commencement de traitement des processus, des matières solides, mais ça n'a pas été très loin. Et cette eau est recyclée à peu près à 70%, 75%. Une partie de cette eau recyclée, parfaitement purifiée d'ailleurs, par des filtres variés, est ensuite électrolysée pour fabriquer de l'oxygène. Le CO2, vous voyez, est éliminé vers l'extérieur et à peu près tout ce que je peux vous dire. L'oxygène est fabriqué par électrolyse et l'hydrogène n'est pas utilisé mais est rejeté. Voilà. Alors, ces systèmes actuels de subsistance marche parce que l'ISS est à 1 journée, 2 jours, 3 jours de la Terre. Les aliments sont amenés de la Terre, l'eau, le complément d'eau est amené de la Terre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des médicaments, etc., ça vient du sol, etc. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Quand il y aura un village lunaire, ça sera un peu la même chose, puisqu'en fait il sera à 4 jours, 5 jours de la Terre, et on pourra faire un peu la même chose, sauf que là il y aura un problème de transport de masse. Alors on s'est évidemment dit qu'il serait beaucoup plus efficace d'essayer de fabriquer les aliments en recyclant tous ces déchets. Alors, première chose, il y a eu énormément d'études de fait. Et tous les systèmes de recyclage qui ont été conçus jusqu'à présent comportent une série de compartiments dans lesquels les déchets sont d'abord oxydés, un peu comme dans les stations de traitement des eaux usées que nous avons sur Terre à l'heure actuelle, oxydés, dégradés, nitrifiés, c'est-à-dire transformer tout ce qui est protéines, etc., qui contiennent de l'azote organique, et transformé d'abord en ammoniac oxydé en acide nitrique, en ion nitrate, et transformé en nitrate sel. Et puis, tout ça, donc, dans les systèmes spatiaux qu'on envisage, c'est comme ça. Et le CO2, lui, est mis en présence de plantes dont la nutrition minérale provient de la transformation et du traitement des déchets qui viennent d'être traités. Et le CO2, grâce à la lumière, soit la lumière solaire, soit une lumière complètement artificielle, le CO2 et l'eau, par photosynthèse, sont transformés par les plantes en glucides, lipides et glucides d'abord, glucose, puis ensuite métabolisés sous forme de lipides et de protéines. Alors évidemment, là, il faut disposer d'énergie électrique et d'énergie
lumineuse, mais soit le soleil, soit de l'énergie qui provient du système d'alimentation et d'éclairage. Et l'ESA a, depuis quelques années, depuis déjà pas loin plus de 10 ans ou 15 ans, a étudié un système qui s'appelle MELISA, qui s'appelle Micro-Ecological Life Support System Alternative. Et MELISA, qu'est-ce que c'est? C'est l'essai de la reproduction du système écologique d'un lac, dans lequel les débris végétaux tombent dans l'eau, sont oxydés, transformés, comme je vous l'ai dit, en nitrate et en autres sels organiques, absorbés par les plantes, lesquelles plantes les transforment à nouveau en matière organique et éventuellement comestible, et transforment le CO2 en oxygène. Voilà. Alors MELISA est compliqué. MELISA, on lui a ajouté également, à certains moments, un compartiment avec des animaux, des invertébrés d'ailleurs uniquement, avec des animaux, et le grand problème de ce genre de choses, c'est la stabilité des systèmes biologiques à base de microbes et de champignons microscopiques et d'algues microscopiques qui sont utilisés pour transformer ces déchets en quelque chose de plus utilisable. Alors voilà, ça c'est le diagramme qui montre comment fonctionne MELISA avec les déchets qui sont dans un premier compartiment transformés en produits plus ou moins volatiles et en ammoniac, dans un deuxième et un troisième compartiment oxydés, et les ions nitrates sont donnés aux plantes, lesquelles plantes redonnent de l'oxygène, et les plantes en question peuvent alimenter avec l'eau qui était aussi recyclée, peuvent alimenter l'équipage en oxygène, et le CO2 de l'équipage est également traité. Alors là, il y a deux possibilités de plantes. Soit on utilise des plantes multicellulaires, si vous voulez, une plante cultivée classique, on peut utiliser des plantes qui nous servent habituellement comme des légumes, par exemple. Alors, le plus utilisé, celui qui a été le plus testé, c'est la tomate. Mais il n'y a pas que la tomate, il y a le concombre, il y a les salades, il y a certaines légumineuses comme certains haricots, les lentilles, etc., le soja. Et puis, il y a des plantes, des algues, des végétaux microscopiques, en particulier ceux qui sont nommés sous le nom général de spiruline, et entre autres, il n'y a pas qu'elles, et qui sont des algues monocellulaires, lesquelles algues en question peuvent avoir des rendements gigantesques, comme d'ailleurs les plantes. Savez-vous comment on peut multiplier par 2, 3, 4, 5, 6 fois le rendement des plantes? Eh bien, on peut le faire comme ça, au lieu de les mettre sous des atmosphères de CO2 à 400 parties par million, comme dans l'atmosphère, on les met à 1500, 2000, 3000 ppm, et on les met avec un éclairage intensif. Parce que la plante transforme à ce moment-là à grande vitesse le CO2, mais il faut qu'elle ait l'énergie lumineuse en conséquence, donc il faut équilibrer à la fois. Pour une énergie lumineuse déterminée, il y a une asymptote de possibilités de transformation, et pour un taux de CO2 limité, également, il y a une asymptote de l'éclairement. Voilà. Et l'avantage des spirulines, entre autres, c'est qu'elles tolèrent parfaitement d'être éclairées 24 heures sur 24, de travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an, il n'y a pas de problème de saison, de germination, etc. Et ça produit avec une intensité absolument gigantesque. Alors, voilà ce qu'on peut obtenir à partir de spirulines. Vous voyez une série de plats qui peuvent être obtenus à partir des spirulines, donc on peut se régaler à partir de ça. J'en ai goûté quelques-uns, c'est parfaitement comestible. On peut aller bien au-delà, on y reviendrait tout à l'heure. Il est probable qu'on pourra, sans trop de difficultés,
cultiver des céréales de cette façon-là. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'avoir de l'amidon? Je ne suis pas certain. Un des moyens les plus efficaces d'obtenir de l'amidon, c'est encore les pommes de terre. Alors les pommes de terre, écoutez, je vous renvoie au film Un homme seul sur Mars, et vous verrez comment le héros de cette aventure, vous verrez comment il s'en sort. Alors, quelles sont les conditions pour qu'une serre spatiale de ce genre puisse marcher? D'ailleurs, il faut bien sélectionner les végétaux. La culture se fait en aéro ou hydroponique et en sol artificiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sol. Pour l'instant, on essaye de fonctionner sans sol. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Les aliments pour les végétaux arrivent sous forme dissoute dans l'eau, et c'est les racines qui puisent directement les sels minéraux dans l'eau. Le contrôle des pathologies végétales est total. On part avec des végétaux qui sont complètement vierges de quoi que ce soit et on les cultive, donc il n'y a pas de développement d'attaques microbiennes ou évidemment de parasites sous forme de pucerons et autres. Le contrôle de l'atmosphère, CO2 on peut augmenter comme on veut, O2, N2 c'est comme dans l'atmosphère terrestre, la vapeur d'eau on en est totalement maître et on est également maître du cycle de l'azote avec ce qu'on amène aux plantes. Le contrôle de l'eau et des nutriments végétaux se fait d'une manière quasiment automatique et ça on sait faire, je vous dirai tout à l'heure comment on fait sur Terre. On peut boucler ça avec un bioréacteur qui traite les déchets organiques avec un contrôle strict de la partie microbienne. Alors un point fondamental, c'est la protection contre les rayonnements ionisants. Il y a deux sortes de rayonnements ionisants. Il y a les rayonnements qui viennent du soleil, qu'on appelle qui viennent au moment des orages solaires, et qui sont des particules animées de vitesse relativement faible. Ces rayonnements-là, on peut s'en protéger avec de l'eau et une épaisseur de 1 mètre d'eau, par exemple, convient parfaitement, ou bien on peut s'en protéger aussi à l'aide de champs magnétiques. D'autres rayonnements ionisants sont des rayonnements de type cosmique qui sont des protons accélérés à très très grande vitesse. Ceux-là sont beaucoup plus difficiles à arrêter et la protection physique est difficile. On peut peut-être arriver à les dévier, même certainement, avec des champs magnétiques, mais il faut à ce moment des champs magnétiques beaucoup plus puissants. Mais là-dedans, vous voyez, il faut y faire très attention parce que ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Autrement dit, l'idée de la serre, avec simplement une bulle de plastique, sur Mars par exemple, avec les plantes qui poussent là, c'est là où le film de Seul sur Mars ne colle pas. Eh bien, ça ne va pas du tout. Parce que les rayonnements ionisants venant du Soleil traversent la pellicule de plastique sans aucune difficulté et vont aller attaquer vos plantes. Donc vous allez être obligé de les couvrir complètement par une protection quelconque. Soit en vous mettant dans une caverne, un trou de lave ou quelque chose de ce genre, soit en l'enterrant sous le sol martien, soit en construisant autour la protection qu'il faut. Et puis, il y a autre chose aussi. Sur la Lune, sur Mars, il y a un peu de pesanteur, et la pesanteur lunaire est un peu juste. La pesanteur martienne avec un tiers de G, ça devrait suffire pour que pour que les plantes poussent la tête en haut et les racines en bas. Parce que là, il y a une forme chez les plantes, il y a un système d'orientation de la plante elle-même. Si elle n'a pas la gravité pour lui donner son fil à plomb, elle est un peu perdue. Et puis, en plus de ça, il y a également, en plus, il faut évidemment une quantité importante d'énergie. On en a parlé tout à l'heure, soit sous forme de panneaux solaires, soit sous forme de générateurs nucléaires compacts. Alors, comment peut-on envisager toutes ces petites biosphères? Au départ, ce seront des biosphères minimales. Ce seront des petites, je mets serres entre guillemets, des serres spatiales avec un nombre relativement faible d'espèces végétales et peut-être quelques espèces animales. Alors, il y a eu des essais qui sont faits sur Terre actuellement qui marchent assez bien. C'est avec des poissons, avec certains types de poissons. On pourra peut-être les acclimater. Alors attention, les poissons,
en gravité nulle, ça ne va pas du tout. Hein. Et, ils ne savent pas se nager en zéro gravité pour des questions d'équilibrage de leur vessie natatoire, etc. Les invertébrés sont beaucoup moins difficiles. Voilà, les conditions nécessaires restent les mêmes que celles qu'on a dit tout à l'heure, et comme le système est confiné, qu'il faut confiner en isolement, il va y avoir des difficultés qui viennent des équilibres entre les espèces entre elles, des équilibres avec les animaux, et surtout des équilibres avec les microbes. Et ces problèmes qui proviennent des micro-organismes, qui ne sont pas d'ailleurs forcément pathogènes, mais qui peuvent subir des dérives génétiques, peuvent prendre de l'importance, et cette importance a été mise en évidence dans une expérience qui a eu lieu il y a une trentaine d'années, maintenant 32-33 ans, qui s'appelle Biosphère 2, que vous avez peut-être entendu parler. Biosphère 2, en 1995, c'est une serre totalement étanche, une enceinte étanche de 2 hectares, de 200 000 mètres cubes, avec 8 biomes, c'est-à-dire 8 écosystèmes, 8 groupes d'écosystèmes, continentaux, aquatiques, marins, empilés les uns à côté des autres. C'est là où d'ailleurs où le bas, où ça n'a pas été. Et avec un système de machinerie extrêmement lourde pour réguler la température et la composition de l'atmosphère. On verra que ça a été important. Avec 2 expériences principales, et qui ont été marquées, des expériences qui ont fait avec des équipages, des gens qui sont restés 18 mois, 2 ans à l'intérieur là, en autarcie à peu près totale. Et ces 2 expériences ont été marquées par d'énormes difficultés qui sont dues au fait qu'ils ne sont jamais arrivés, avec les seuls écosystèmes, à équilibrer la composition de l'atmosphère. Il y a eu, à un certain moment, d'épouvantables quantités de CO2 qui ont été fabriquées par les micro-organismes qui brûlent l'humus, et il y a eu des quantités d'oxygène brutalement absorbées. On est arrivé à des taux de CO2 énormes et des taux d'oxygène qui sont tombés jusqu'à 10%, alors que normalement il est à 21%. Et il a fallu réguler ça par des groupes, par des moyens physico-chimiques massifs, extérieurs, injection d'oxygène, fixation du CO2, etc. Bon, pour la petite histoire, ils ont été aussi envahis à un moment donné par des fourmis et par des blattes. Mais ça, dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de risques que ça arrive. Voilà l'allure que ça avait, vous voyez, c'était assez impressionnant à l'extérieur et à l'intérieur. Alors, malgré l'échec de ça, qui était dû au fait que c'était une expérience qui était avant tout, pour l'essentiel, surtout idéologique, beaucoup plus que scientifique, il y a eu 4 grandes conclusions qui ont pu être tirées. On peut recycler les déchets organiques par des mécanismes naturels. Vous voyez, nous, on y avait pensé, dans les serres spatiales, par des mécanismes purement dans des bioréacteurs. Là, c'était dans des mécanismes un peu libres. Deuxièmement, on peut produire des aliments variés en quantité suffisante. Troisièmement, la régulation de l'équilibre écologique et atmosphérique est très difficile. Et quatrièmement, le contrôle de la microbiologie du sol s'est révélé un travail quasiment hors de portée des gens qui géraient cette affaire. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut, par exemple, faire des biosphères extérieures qui seraient capables d'être montées sur des îles spatiales lointaines où il faudrait des mois pour aller de la Terre à ces îles spatiales, et même pour les futurs vaisseaux interstellaires? Alors, la recherche de l'indépendance totale ou quasi totale à très longue durée, pour l'instant, c'est un problème qui est insoluble dans l'état actuel de nos connaissances. Il n'y a pas a priori d'obstacle de principe, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle suffisamment bien les règles des équilibres
d'un système méga écosystème qui puisse permettre cette chose. Le problème biologique et écologique est d'une ampleur gigantesque. On commence seulement à l'aborder maintenant et essayer de voir si on peut faire ça sur des siècles ou plus, ça va au-delà des capacités actuelles. Alors, vous voyez, là, on est vraiment à la limite de nos possibilités. Vous voyez, dans une biosphère spatiale très loin de la Terre, vous vous rendez compte qu'il va falloir quasiment, non seulement assurer cet équilibre biologique, mais en même temps, il y aura des pertes. En même temps, compenser les pertes par des arrivées continuelles de carbone, ou par des réserves de carbone. Alors l'eau, on peut en trouver sur un certain nombre d'astres, du CO2 aussi, mais d'azote, de phosphore, de potassium, de calcium, et tous les oligo-éléments dont les plantes ont besoin. Donc il faudrait emmener au départ pas mal de réserves, et puis refaire ces réserves en cours de route éventuellement. Et les équilibres, extrêmement difficiles à obtenir. Il faudrait faire en sorte que s'il y a un problème quelconque, ces serres ne soient pas d'un seul coup toutes, je dirais, stérilisées brutalement, toutes quasiment rendues inutilisables par une éruption brutale, une espèce d'épidémie brutale, soit végétale, soit animale, venant de microbes qui existent là. Vous savez que dans votre intestin, il existe un certain nombre de micro-organismes, en particulier des streptocoques, des colibacilles, qui normalement, dans l'intestin, quand vous êtes en bonne santé, ne vous rendent pas malade. Mais dans certaines circonstances, ces micro-organismes peuvent devenir horriblement pathogènes. Vous avez tous entendu parler des colibacilloses. Ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui peut se passer chez un organisme humain qui est loin de la Terre et qui, dans lequel tout ça va tourner en rond dans le même milieu pendant des années, sinon des dizaines d'années, des décennies. Alors sur Terre, vous voyez, il y a une chose qui fait que ce problème ne se pose pas trop, et c'est dû à la dimension énorme de la Terre. Les systèmes biologiques terrestres, qui sont des centaines et des milliers d'écosystèmes emboîtés les uns dans les autres, la biosphère qu'on appelle, ces systèmes présentent une redondance absolument gigantesque. Ça veut dire que si dans un coin vous avez un système d'un lac qui ne va plus, ailleurs il y en a un autre qui ira mieux, etc. Si vous avez une forêt qui brûle, ailleurs il y en a une qui ira mieux, puis la forêt qui a brûlé, elle va repousser. Et donc il y a une redondance à la fois due à l'espace et à la résilience dans le temps qui est absolument gigantesque. Les micro-organismes, c'est la même chose. Nous sommes en équilibre complet avec tous les micro-organismes qu'il y a autour de nous. Dans l'air que vous respirez, c'est bourré de spores de micro-organismes. Rappelez-vous l'expérience de Pasteur avec le bouillon de culture. Vous savez qu'à l'époque de Pasteur, on croyait que la vie apparaissait comme ça, brutalement, au fond d'un sac plein de débris végétaux. C'était comme ça, c'était la naissance spontanée de la vie. Et c'était à l'époque un paradigme scientifique admis par tous les scientifiques de l'époque. Et Pasteur, c'est là où il a montré que non, que la vie venait de la vie, et que cette vie en particulier venait des micro-organismes qu'il y a partout. Il a fait une expérience passionnante. Il a pris un bouillon de culture, il en a fait deux parties. Une partie qui est restée au niveau du sol, je crois dans la région de, je ne sais plus quelle région, je crois que c'est dans les Alpes, mais dans une ville, et puis une autre partie qu'il a montée en haut du Mont Blanc. Et les deux bocaux ont été ouverts.
Au bout de quelques jours, le bouillon de culture qui était au niveau du sol, sous un microscope, ça grouillait littéralement tout un tas de petits micro-organismes de tout genre, parce que les spores qui sont dans l'air ont repris vie, alors que celui qui était en haut du Mont Blanc, il n'y avait rien. Parce qu'en haut du Mont Blanc, à 4700 mètres d'altitude, l'air est quasiment pur de toute impureté biologique. Et c'est là, cette expérience absolument fondamentale qui a montré que la vie venait de la vie et que ce n'était pas une naissance spontanée comme ça. Vous voyez, ça a été une des grandes œuvres de Pasteur, ça. Eh bien, il faut se rendre compte que cet équilibre avec lequel nous sommes, tous autant que nous existons, avec ces microbes que nous avons non seulement dans notre intestin, mais également dans notre bouche, dans nos voies respiratoires, dans nos voies urinaires, etc. Tous ces microbes-là sont en équilibre avec ce qu'il y a à l'extérieur. Eh bien, quand dans un espace confiné, qu'est-ce que ça va donner au bout de 50, 100, etc. Et puis il y a un autre problème qui va se produire aussi, qui n'a pas été abordé dans Seul sur Mars. C'est que sur la Lune, il n'y a pas grand risque. Les rayons ultraviolets, le vide spatial, la régolithe lunaire dans laquelle il n'y a rien à manger. Bon. Mais sur Mars, vous savez que à 1 mètre, 1,50 m de profondeur, dans beaucoup de zones martiennes, il y a de la glace. Puis plus bas, il y a très probablement de l'eau sous une forme salée, mais de l'eau liquide, à une température qui est probablement pas qui est supérieure à 0 degré. Et si les micro-organismes venant de nos astronautes se retrouvent là-dedans, il y a beaucoup il y a un certain nombre, en tout cas, de micro-organismes de notre intestin en particulier, qui se retrouveraient là-dedans avec un relatif bien-être. Et donc, il va falloir veiller, non seulement à protéger des propres biosystèmes là, qui vont donner à manger, mais également à protéger le milieu de la planète de la pollution qui va venir de nos amis et descendants et petits-enfants qui vont aller se balader sur la planète. Là, il y a un très très gros problème qui, jusqu'à présent, n'a pas été non plus complètement... qui a été regardé quand même d'assez près. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, les sondes, par exemple, qui vont sur Mars, on les désinfecte complètement avec de l'oxyde d'éthylène ou des produits de ce genre. Mais il y a des grosses difficultés. On peut en particulier nettoyer complètement la sonde qui va se poser sur Mars. Mais qu'en est-il de du dernier étage de la fusée qui a assuré le lancement et qui parfois peut aboutir elle aussi sur Mars ? Oui, il y a toute une série de problèmes de ce genre qu'il faudra regarder de beaucoup plus près qu'on l'a regardé jusqu'à présent et qui sont vraiment quelque chose de très très important pour l'avenir ensuite. Alors, bon, cela étant, il y a quand même une note d'espoir dans tout ça, c'est que on connaît toutes les techniques qui permettront de fabriquer ces aliments et de recycler. On les connaît toutes. Il n'y a pas de là-dedans, il n'y a aucun mystère. Mais ce qu'on ne domine pas du tout, c'est la technologie correspondante. Et surtout, sa résilience dans le temps, sa possibilité de durer 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et on ne connaît pas non plus qu'est-ce qu'il risque d'en résulter pour les êtres humains et les éventuels animaux domestiques, qui sont exactement comme nous, pour ça, que nous emmènerions avec nous dans l'espace. Alors, il y a, je vais terminer là-dessus d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle en développement une technique qui terrestre, vraiment franchement terrestre, qui nous donne, qui nous éclaire et qui surtout est un peu une préparation de l'avenir. C'est ce qu'on appelle, les Américains appellent le vertical farming. Qu'est-ce que c'est que le vertical farming ? C'est
Au départ, c'est une espèce d'idéologie qui a été développée par un écologue, un professeur d'écologie scientifique américain, qui s'appelle Despommier, comme son nom l'indique, et qui, Despommier sans S, hein, le D est au pluriel, mais il n'y a qu'un seul pommier, c'est Despommier, et M. Despommier a mis en place, a émis une sorte de paradigme intéressant. Il a dit voilà, actuellement, près d'un tiers de la surface continentale, ou un tiers à la moitié, même parfois, suivant les décomptes, un peu plus, est utilisée par les êtres humains pour sa subsistance. Autrement dit, c'est soit de l'agriculture, soit de la foresterie, soit du pâturage, etc., etc., etc. Puis il y a une partie qui est totalement, évidemment, totalement vierge, comme les glaciers du Groenland ou de l'Antarctique. Et puis des sommets des montagnes, etc. Or, cette surface actuellement se rétrécit comme une peau de chagrin parce que nous gérons très mal le territoire. Je vous rappelle qu'actuellement, chaque année, en France, nous perdons en territoire, j'allais dire, couvert de végétation, non bétonné, nous perdons quelque chose comme 100 000 hectares. Entre 50, 100 000, 120 000 hectares. Bon. Alors il y a une partie qui revient. Hein, il y a des zones qui étaient par exemple complètement abandonnées, qui ont été complètement abandonnées depuis plusieurs décennies et qui reviennent progressivement. En particulier certaines zones de montagne. Dans l'Isère, on le voit très bien. Dans le Var, on le voit très bien aussi. Dans les Bouches-du-Rhône, une partie des Bouches-du-Rhône, une partie des Alpes-Maritimes également. Puis dans le Massif central. Cela étant, on perd quand même globalement environ entre 50 et 150 000 hectares. Et nos dirigeants, nos élites, nos aménageurs font avec le territoire français à l'heure actuelle. Pour eux, on peut faire n'importe quoi, on a de la place, effectivement d'ailleurs. On a 550 000 km² pour une population de 65 millions d'habitants. Bon, il y a des endroits qui sont complètement vides, donc on peut s'étendre, on peut faire n'importe quoi. On mythe, littéralement. Alors, vous voyez, le territoire réservé à la biosphère se rétrécit chaque année, même aux États-Unis. Alors ça a frappé Despommier. Alors Despommier, d'autre part, s'est dit, mais à l'heure actuelle, on utilise mal la lumière solaire, on utilise mal les végétaux, on exploite les animaux d'une manière beaucoup plus rationnelle. Les végétaux, on pourrait les exploiter de façon beaucoup plus efficace en empilant les cultures sur une grande hauteur, en les éclairant non seulement par le haut, mais également par le côté, en les mettant dans des conditions de culture optimale, c'est-à-dire avec le spectre de lumière qui convient exactement à chaque espèce végétale, parce que les plantes n'ont pas exactement les mêmes zones d'absorption. Les chlorophylles, d'abord, il y a deux sortes de chlorophylle, puis d'autre part, les plantes ont également des pigments dans leurs feuilles, et les longueurs d'onde des différentes, pour alimenter les plantes, pour la photosynthèse, ne sont pas tout à fait les mêmes, suivant qu'il s'agit de plantes de plein soleil, de plantes d'ombre, etc. Bon. Donc on peut adapter chaque longueur d'onde avec des LED exactement comme il faut. On peut recycler l'eau, bon, complètement ou presque complètement. On peut les cultiver en hydroponique ou en aquaponique, en recyclant l'eau. On peut refermer complètement la serre, la fermer totalement, on enrichit en CO2 comme on veut, si on ne veut pas, on n'enrichit pas, si on veut l'enrichir, on enrichit, on contrôle la température, on contrôle l'humidité, on contrôle l'apport des minéraux, on n'a plus besoin de pesticides du tout, puisqu'il n'y a plus de pathogènes, puisque le système est totalement isolé, et on a donc des végétaux qui sont indemnes de toute pathologie. En plus de ça, comme on peut installer ça en périurbain ou même en pleine ville, il n'y a plus de transport, donc on n'est pas obligé
de prendre des variétés qu'on récolte avant qu'elles soient mûres et qui mûrissent plus ou moins bien en frigo et qu'ensuite on vend et qui n'ont pas de goût. On peut prendre des variétés avec des qualités organoleptiques les meilleures et qui sont vendues immédiatement. Donc on a des qualités en partie de production végétale tout à fait remarquables, et avec ça, on peut avoir des rendements, puisqu'on cultive en vertical, on peut avoir des rendements par surface, par hectare, évidemment qui sont gigantesques. On peut multiplier par 20, par 30, par 50 le rendement, ou 100 le rendement par hectare. Bon, alors, on peut également intégrer totalement le système dans un milieu urbain, et autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est un système qui est complètement modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire des systèmes qui sont tout petits et des systèmes qui sont très gros. Bon. Et donc vous pouvez avoir, à la limite, aux États-Unis actuellement, on vous vend des systèmes pour une famille que vous installez dans une pièce quelconque de votre maison. Voilà. Comme vous recyclez l'eau complètement, vous avez une consommation d'eau relativement faible, c'est-à-dire que finalement, l'eau dont les plantes ont besoin, c'est uniquement l'eau qui est exportée sous forme de produits alimentaires. Alors, tout ça c'est extraordinaire, mais vous allez me dire, mais alors, quoi, est-ce que c'est rentable? Alors, effectivement, théoriquement, c'est rentable, quand on fait le calcul, théoriquement, mais à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, aucune construction, aucune serre du style des pommiers, aucune serre n'a encore été construite intégralement. Actuellement, nous n'avons que des serres de type des pommiers, uniquement qui n'ont pas toutes les caractéristiques. Elles sont toutes ou plus ou moins ouvertes sur l'extérieur, ou ne fonctionnent pas en système complètement fermé, etc. N'empêche que c'est quand même assez frappant. C'est d'autant plus frappant qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 100 unités de ce genre industrielles qui fonctionnent dans le monde. On les appelle des usines à salade. Et qui marchent très bien. Rien qu'à Singapour, il y en a au moins 25. La quasi-totalité des légumes verts et des légumes frais de Singapour sont fabriqués comme ça. Ça se multiplie actuellement au Japon, ça se multiplie à Taïwan, il y en a plusieurs aux États-Unis. Alors en France, on est très réticents, parce que ça paraît être une invention américano-asiatique. Bon, c'est considéré avec une certaine hauteur et beaucoup de réticence. C'est considéré comme étant une sorte de, j'allais dire, ce sont des maniaques de la technologie qui se font plaisir, quoi, voilà. Mais n'empêche que ça marche. Alors, je vais vous donner par exemple, là, c'est la dernière diapo. Voilà l'usine Aeropharm qui est à Newark, dans le New Jersey, qui fonctionne actuellement. Et c'est une capture d'écran, hein, c'est pour ça qu'il y a ça ici. Et la production, à l'heure actuelle, est de 500 tonnes de légumes frais par an, et ça marche. Enfin, ça marche, voilà. Et puis alors, quelque chose de vraiment assez curieux, parce que voilà, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà, dans un magasin métro à Berlin, donc c'est pas très loin, il y a une unité de production qui est fabriquée par une usine allemande, enfin une société allemande qui s'appelle Infarm. La société américaine, c'est Aeropharm. Je ne fais pas de publicité pour elle, hein. Il se trouve que c'est ça, et je le cite parce que c'est de chez eux que j'ai extrait les photos. Donc, je suis obligé de le mettre. Donc, la fabrication des légumes se fait dans le magasin, et le client vient sur une des colonnes verticales ici choisir sa salade, ses tomates, ses concombres, sur pied, il les choisit, c'est cueilli, elle est toute fraîche et il les a immédiatement. Alors vous voyez que c'est quand même pas un rêve, ça marche, sauf que actuellement, l'intégration totale, suivant
le système des pommiers n'a pas encore été complètement réalisé. Voilà. Alors vous voyez que c'est un point important. Pour moi, ça me paraît important parce que c'est vraiment quand même je ne regarde pas ça du tout avec mépris. Hein, le mépris, la suffisance, vous voyez, du français qui regarde ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, etc. Ce sont des maniaques là-bas. Bon, c'est pas intéressant. Non, c'est quelque chose d'assez fondamentalement nouveau et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et pour la recherche spatiale, il faut quand même se rendre compte que c'est quelque chose de... C'est vraiment le premier pas. Parce que c'est là où on va pouvoir savoir si c'est intéressant de cultiver des céréales, de cultiver des légumineuses, de voir si le soja ça marche, de voir si les lentilles ça marche vraiment en grande quantité, de voir si on peut faire pousser des pommes de terre en grande quantité comme ça. C'est là où ça va marcher. Puis une fois que ça sera bien au point, on pourra l'exporter à l'extérieur, en dehors de la terre. Voilà. Alors, je vais terminer là-dessus, sur une note d'optimisme. Je pense personnellement que l'humanité doit laisser à la biosphère terrestre qu'il y ait. Notre mer doit lui laisser suffisamment d'espace pour vivre. Nous ne devons pas, pour survivre, nous, étrangler notre mer. Bon, ça paraît, même sur un plan sentimental, ça paraît assez évident. Nous devons faire attention à ne pas trop la surcharger. C'est pour ça que personnellement, c'est une opinion personnelle, hein, on peut pas me suivre, je ne suis pas très content, si vous voulez, du carburant qui est fabriqué à partir de blé ou à partir de maïs. On fabrique du carburant et de l'alcool à partir de sciure de bois, à partir de déchets, oui. Mais cultiver du blé ou du maïs sur le sol pour fabriquer de l'alcool, pour mettre dans les voitures, ça ne me paraît pas très intéressant. Et surtout quand on voit le nombre de gens qui quand même ne mangent pas à leur faim. Donc ça me paraît... Et il faut faire attention, il ne faut pas trop surcharger la biosphère. Et actuellement, personnellement, je vous avoue, je suis très inquiet quand je vois cette espèce de mitage plus ou moins urbain qui va au-delà de nos villes et qui recouvre peu à peu le pays. Bon, alors évidemment, comme je suis relativement, entre guillemets, âgé, il y a un peu de nostalgie du passé. Mais je ne vois pas la France recouverte de béton, ça ne me plaît pas du tout, hein, pas du tout. Malgré ma formation d'ingénieur aménageur. Je ne vois pas ça du tout d'un bon œil. Alors, donc, là, il y a une solution intéressante. Et par ailleurs, cette solution est une ouverture tout à fait intéressante, là aussi, vers ce que sera plus tard la fabrication de ces aliments dans l'espace. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, et je vous laisse maintenant la parole, parce que je pense que vous avez pas mal de questions à me poser. Alors, je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté aussi gentiment. Depuis quelques années déjà, on essaye de faire une chlorophylle artificielle, ce qui, au moyen de chimie et tout ça, reproduire les molécules de chlorophylle et d'utiliser ça pour faire des réactions chimiques entre l'oxygène, le CO2, etc. Est-ce que, à quel point on est maintenant sur cette chlorophylle artificielle et est-ce que ce serait intéressant pour ces serres ou ces processus de génération d'aliments? Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à vous répondre parce que le problème de la vie artificielle est un problème gigantesque. C'est un problème, d'ailleurs, il y a eu un colloque à l'Académie des sciences à Paris il n'y a pas longtemps là-dessus, et c'est pas forcément évident. Ce que je peux vous répondre, c'est que le recyclage chimique, on sait très bien le faire. Bon, alors c'est vrai que là, on a un corps de doctrine d'ingénieurs qui est immédiatement exploitable
Et de toute manière, quand on enverra des gens dans l'espace, il ne faudra pas qu'il soit uniquement, il faudra qu'il y ait de la redondance. Donc même si on fait un système avec des bouclés sur lui-même, biologique, je pense qu'il faudra un système de secours, une espèce de roue de secours chimique, vous voyez, à côté, pour que si ça ne va pas, on ne se voit pas la catastrophe, vous voyez. Alors, en vie artificielle, est-ce que ça vaut la peine ? Je suis incapable de vous répondre là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que les micro-organismes que nous connaissons à l'heure actuelle, qui sont déjà exploités par les industriels, peuvent être, surtout qu'ils sont, ça va pas faire plaisir bien sûr aux écologistes radicaux, mais ces micro-organismes sont pour la plupart déjà profondément modifiés génétiquement et optimisés pour ce qu'on cherche à en faire. C'est relativement facile de modifier génétiquement les micro-organismes. Et vous savez, à l'heure actuelle, par exemple, l'insuline est fabriquée à partir d'un Escherichia coli, dans lequel on a modifié le génome. Hein. Et puis il y a des tas de médicaments qui sont fabriqués comme ça. Alors, avant d'utiliser une vie totalement artificielle, je pense qu'il y a énormément à faire de ce côté-là, mais sur la vie totalement reconstituée, là je peux pas vous répondre. Je suis désolé, mais je peux pas vous répondre. Merci. D'autres questions ? Oui, je vous écoute. Je travaille sur Pouvez-vous vous présenter, parce que moi, je m'appelle Damien Giolito, je travaille dans une société qui s'appelle Lamulanco et qui travaille sur les problématiques d'aménagement du territoire durable et pérenne, on va dire, à long terme. Et alors quand je vois les fermes verticales, qui semblent être une idée géniale, j'ai l'impression qu'on est en train d'échanger de la place et de la biosphère contre de l'énergie. Alors, est-ce que je me trompe ? Attendez, on est en train de changer de la biosphère et de la place, hein, puisque en fait, on concentre oui, tout à fait. Ce qu'on fait à l'horizontale, à la verticale. Tout à fait. On échange contre de l'énergie, puisque finalement, tout à fait. L'énergie qui fait pousser nos plantes, c'est la pluie, la nature, le soleil. Absolument, absolument. Alors que dans ce cas-là, il faut reconstituer de la même manière cette quantité d'énergie. Donc est-ce qu'au final, cet équilibre-là, on peut imaginer qu'il est quand même stable, en y incorporant l'énergie, quoi. Alors, la première chose que je peux vous répondre, c'est que économiquement, Aéropharm à Newmark, par exemple, avec le prix de l'énergie tel qu'il est actuellement aux États-Unis, ça marche. Hein. Bon, voilà. Hein. Et la dépense énergétique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas ça c'est pas ça qui coûte le plus. Ce qui coûte le plus finalement là-dedans, c'est l'investissement. C'est le coût du capital qui compte le plus. La dépense énergétique compte. Il y a eu une. Bon, j'ai fait un papier là qui est actuellement en cours d'examen à l'Académie d'agriculture là-dessus. Il y a eu une étude qui a été faite en Allemagne. Et pourtant, le prix de l'énergie en Allemagne est plus élevé qu'en France, qui a été faite en Allemagne là-dessus pour une tour de près de 200 mètres de haut, et dans lequel les coûts en question étaient analysés d'une manière extrêmement précise. Malheureusement, j'ai pas amené la doc avec moi, mais cette étude paraîtra sur le site de l'Académie d'agriculture, qui est accessible à tout le monde d'ici 2 mois, 2-3 mois. Donc vous le retrouverez dedans. Mais le coût de l'énergie, finalement, est relativement faible. Et alors, il est en partie compensé par le fait qu'il n'y a plus de transport. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de coût de transport et il n'y a plus de coût
vous voyez, du froid, c'est-à-dire de la conservation par le froid, vous voyez. Alors, ça compense partiellement, mais pas tout, hein, ça compense partiellement. Parce que, curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le coût du transport des matières alimentaires sur la Terre n'est pas gigantesque. À l'heure actuelle, avec le prix du pétrole, à l'heure actuelle, le coût du transport est vraiment très faible. Hein. Et ça pose d'ailleurs un problème en soi. Ça ne sera pas 500 ans. Hein. Oui, évidemment. Hein. Voilà, évidemment. Hein. Évidemment hein. Mais je vous dis, dans les conditions économiques actuelles, hein, alors, l'équilibre énergétique, par exemple, il y a des gens qui m'ont posé la question de l'empreinte carbone. Bon, je vous assure qu'aucun des industriels qui, à l'heure actuelle, ou des jardiniers qui utilisent s'est posé le problème de l'empreinte carbone. Les 30 exploitants en Asie, dans le sud de l'Asie, qui exploitent ça, qui s'en foutent, mais enfin, c'est pas leur problème. Eux, leur problème, c'est de vendre leur salade. Hein, c'est essentiellement ça, quoi. Du moment qu'ils vendent leur salade, ils sont contents. Parce qu'on est un peu dans le paradoxe où si on veut aller jusqu'au bout et qu'on veut faire de l'énergie solaire, par exemple, pour produire ces légumes-là, donc on reprend de la place à plat qui capte l'énergie du soleil pour pouvoir faire pousser des légumes verticaux. Là où on aurait pu faire pousser les légumes horizontaux, quoi. C'est juste une remarque, c'est pas une... Non, mais votre remarque est tout à fait intéressante. Alors, ce qu'il faudrait dans ce cas-là, évidemment, et c'est d'ailleurs si la planète Terre était aménagée de manière rationnelle, ce qui n'est évidemment pas le cas, comme vous pouvez le constater en lisant le journal tous les matins, il faudrait couvrir l'Arabie Saoudite de panneaux solaires au lieu d'extraire le pétrole, et puis au lieu d'envoyer du pétrole partout, d'envoyer l'électricité. Ce serait certainement beaucoup mieux à beaucoup d'égards. Mais bon, il se trouve que malheureusement notre système politico-économique actuel ne va pas dans ce sens-là. On peut le regretter, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est vrai, hein, qu'il vaudrait mieux à ce moment-là couvrir les déserts de panneaux photovoltaïques pour pouvoir cultiver ailleurs des salades dans les conditions que je vous ai indiquées. Hein. Alors, il y a une chose également dont je ne vous ai pas parlé, parce que je n'en ai pas eu le temps. Dans un certain nombre de pays actuellement, en particulier dans des pays très froids, et c'est ce qui a été développé, ça a été essayé surtout au Canada et dans le sud de l'Argentine. Vous savez, du côté de la terre de feu, là où il fait un climat intéressant, les serres souterraines. C'est-à-dire que, là, au lieu d'être dans l'air, la serre est creusée dans le sol, et l'énergie solaire est captée par le haut, uniquement avec un système d'ailleurs assez curieux, des systèmes avec des miroirs, etc., et captée vers le haut. Alors l'intérêt de la chose, c'est que dans des climats très froids, évidemment, le problème des serres des pommiers, je crois que si mes souvenirs sont bons, la plus grosse quantité d'énergie ne vient pas trop de l'éclairement, mais vient de la climatisation. Et dans les serres des pommiers, la climatisation, évidemment, c'est faite à partir de pompes à chaleur, donc de l'énergie, alors que là, quand vous creusez une serre dans le sol, vous êtes à peu près à 12 degrés ou 14 degrés pendant toute l'année, et vous avez une isolation parfaite. La serre souterraine, vous voyez, au lieu de monter vers le haut, on descend. Hein. C'est récent, hein, ça, c'est récent. Bonsoir. Antoine Meunier, du magazine Espace et Exploration. Présentez-vous. Je suis Antoine Meunier, du magazine Espace et Exploration. Antoine Meunier, du magazine Espace et Exploration. Ce que je voulais savoir, est-ce que les tests de culture qui sont menés sur l'ISS par les astronautes font appel à une serre peut-être similaire à celle de la serre des pommiers? Attendez, vous parlez des tests, quel type de tests? Les astronautes ont cultivé de la laitue. Ah oui, non, oui, tout à fait. Alors, j'aurais pu vous le dire aussi. À l'heure actuelle, par exemple, si
si je prends l'exemple de la marine nationale française, ce qu'ils appellent la Royale, vous voyez, sur le Charles de Gaulle et puis sur les sous-marins nucléaires qui font des grandes randonnées, qui sont donc totalement isolés pendant 2 mois et demi, ils ont des systèmes de ce genre. C'est-à-dire que ce sont des modules de petite dimension, hein, qui sont évidemment totalement éclairés artificiellement. Mais enfin, sur les sous-marins nucléaires comme sur le Charles de Gaulle, c'est pas l'électricité qui manque. Hein. Là, le générateur nucléaire en fournit autant qu'on en veut. Bon, alors donc, là, ils ont autant de kilowattheures qui... Sur l'ISS non plus. Ben, voilà, alors, c'est pas ça. Alors, ils ont effectivement des petits modules, des modules du genre de celles que vend Aéropharm chez les particuliers, et dans lesquels ils fabriquent des salades, des radis, des concombres, des laitues, etc. Oui. Alors, sur l'ISS, ils ont essayé un système de ce genre il y a 1 ou 2 ans, et ça a très bien marché, avec un petit problème tout de même, qui n'est pas négligeable, c'est que dans l'ISS, comme vous savez, on est en micro-pesanteur, et donc là, il y a vraiment un problème d'orientation de la plante. Les plantes ne savent pas s'orienter, il n'y a pas de pesanteur. Alors, dans l'espace, si on n'est pas sur un astre quelconque, pour avoir de la pesanteur, il y a 2 solutions. Soit c'est la centrifugeuse, c'est le système qui tourne. Hein. Alors si vous avez tous vu 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez vu dans la cabine principale, là il y a un système qui tourne comme ça, hein, donc on a de la pesanteur, et soit on fonctionne à accélération constante. Mais alors là, on n'en est pas là. Si on avait des moteurs, à partir des moteurs à fusion thermonucléaires, dont certains sont à l'étude actuellement, hein, si on avait des moteurs à fusion thermonucléaire avec des impulsions spécifiques de l'ordre de 20 000, 25 000, alors qu'on a 400, 410 au mieux avec de l'hydrogène actuellement, et avec des vaisseaux qui de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de tonnes, et qu'on pourrait accélérer à un dixième de G, là le problème serait résolu, mais c'est pas encore pour demain matin, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que là il y a un problème. Alors pour les voyages interstellaires ou pour les îles genre Apogéos, la solution c'est évidemment la rotation. D'ailleurs c'est ce qui a été prévu pour Apogéos d'ailleurs. Ça c'est la rotation. Parce que les plantes ont besoin, vous voyez, pour pousser la tête en haut et les racines en bas, elles ont besoin du fil à plomb. Hein, ça. Elles ont évolué dans le milieu terrestre et elles sont comme ça. Et sous 0,38 de G sur Mars, donc, le problème majeur, c'est quel serait-il pour une culture sur Mars, quel serait le problème majeur? Oh, le problème majeur sur Mars, il y a un problème majeur, c'est les radiations, c'est le rayonnement solaire. Les radiations dues au vent solaire d'une part, je vous en ai parlé 2 minutes tout à l'heure, qui sont essentiellement des protons et des électrons qui ont des vitesses relativement faibles, mais qui tout de même sont assez pénétrants. Et l'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars. Donc sur la Terre, on est protégé par le champ magnétique et les particules sont piégées par le champ magnétique et retombent sur les pôles, ce qui crée les aurores polaires, boréales et australes. Vous voyez, toutes ces grandes draperies qu'il y a dans le ciel, ce sont les particules solaires que le champ magnétique rabat sur le pôle et qui attaquent les molécules d'oxygène et d'azote qui sont entre 60 et 90 km d'altitude. Voilà. Et donc là, il n'y a pas ça sur Mars. Alors là, il y a 2 solutions possibles, soit on les enterre, soit, alors surtout quand il y a des tempêtes solaires. Là, il y a une tempête, il y a eu une grosse émission, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, en direction de ce qu'ils appellent une émission coronale, en direction des planètes, en direction de la Terre. Alors nous, à l'abri de notre champ magnétique, on est bien tranquille, mais quand on est dans l'espace ou sur Mars, on en reçoit vraiment plein la figure. Alors là, il faut les enterrer,
ou bien alors il faut faire un champ magnétique pour dévier. Alors le champ magnétique, c'est pas si épouvantable que ça, vous savez, parce que sur Mars, d'abord, il fait pas très chaud, donc on pourrait très probablement mettre en place des électroaimants avec des bobines supraconductrices qui consommeraient finalement pas tellement d'énergie. Voilà. L'idée est là. Ou alors la solution, comme il y a quand même beaucoup d'eau sur Mars malgré tout, la solution c'est de mettre tout ça sous protection, sous 1 mètre d'eau. Sous 1 mètre d'eau, la plupart des radiations solaires sont complètement absorbées. 1 mètre d'eau. Excusez-moi, un dernier point. Il est donc possible, selon vous, de cultiver sur Mars? Tout à fait. Alors, il y a 1/3 de G sur Mars, en plus. Alors, attention, il faudra là aussi cultiver un sol totalement artificiel, parce que le sol martien contient énormément de superoxydants, en particulier des perchlorates. Et les perchlorates, les plantes n'aiment pas ça du tout. Hein. C'est un superoxydant qui vous attaque, ce qui c'est dû au rayonnement ultraviolet du soleil qui combine un certain nombre de choses. Alors l'avantage sur Mars, c'est que le sol martien contient quand même énormément d'éléments nutritifs. Il y a du calcium, il y a du potassium, il y a du phosphore, et donc là on aura beaucoup moins de mal à alimenter en minéraux la serre. L'atmosphère de Mars, c'est du CO2 à 95%, donc il suffit de pomper, on en a tant qu'on veut. Il y a de l'eau à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur sous forme de glace, on peut aller la chercher aisément. Et puis, l'azote, il y en a 2 à 3% dans l'atmosphère, ou 4%, je ne sais plus exactement. Donc, là encore, être sur Mars n'a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Merci. Je vais peut-être une petite question. Vous évoquiez la complexité, évidemment, des systèmes biologiques dans votre présentation. Vous rappeliez l'expérience de Biosphère 2. Oui. Expérience mitigée au niveau de ces résultats. Pose le problème de la stabilité à long terme des systèmes biologiques clos. Donc la vieille question, j'avais envie de faire appel à votre intuition, vous demandez quelle était votre intuition. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on sera capable de maîtriser complètement sur le long terme des systèmes biologiques clos, chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, si j'ai bien compris? Pensez-vous qu'un jour, on atteindra cette... la Terre le fait naturellement, mais à très grande échelle, à peu près, j'imagine. Est-ce qu'on pourra le faire sur un petit système? Alors, je le pense, oui. Je le pense. Et je le pense qu'on y arrivera de la même manière qu'on arrive à maîtriser... Regardez les bacs d'oxydation des matières organiques dans les usines qui traitent des eaux usées des villes. C'est un système écologique tout à fait complexe, qu'on arrive quand même assez bien à le maîtriser, et je pense qu'on arrivera à le maîtriser à condition de maîtriser totalement les conditions physico-chimiques et biologiques du système. C'est-à-dire les types de micro-organismes qui sont là, la température, le pH, l'éclairement, etc. Le taux de CO2, le taux d'oxygène, etc. Avec ça, on doit pouvoir y arriver. Pourquoi est-ce que Biosphère 2, ça a dérivé? Ça a dérivé parce que c'était des gens qui étaient des idéologues, qui étaient des écologistes avec une idéologie. L'idéologie était que, en empilant les uns sur les autres 8 biomes, comprenant chacun une dizaine d'écosystèmes, les uns sur les autres, les uns à côté des autres, eh bien, ça s'arrangerait tout seul et qu'on aurait un système stable. Ben non, on n'a pas un système stable. Alors pourquoi c'est stable sur la Terre, enfin relativement? Parce que sur la Terre, c'est tellement énorme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça ne va pas à un endroit, ça va mieux à un autre, et puis tout ça, ça se réarrange. Et prenez un exemple qui m'avait toujours frappé. Il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, il y avait sur le nord du continent américain, sur le nord du Groenland, le nord de l'Europe et le nord-ouest de l'Asie, il y avait à peu près 40 000 millions de kilomètres carrés de glace, de glaciers, dont à certains endroits qui atteignaient 3, 4, 5 km d'épaisseur.
le sol en dessous, ça, tout le nord du Canada, les États-Unis jusqu'à pratiquement les grands lacs étaient sous la glace, jusqu'au confluent du Mississippi. En Europe, c'était quasiment, ça passait par Londres, le nord de Bruxelles, etc. Et en Asie, c'était tout le nord de l'Oural, tout le nord de l'est de l'Oural, le nord-ouest de la Sibérie. Tout ça, c'était du rocher qui était râpé, mais jusqu'à l'os, hein, complètement. Il n'y avait plus rien. Bon, la glace a fondu en quelques centaines d'années, même à certains endroits en quelques dizaines d'années, avec des mécanismes d'ailleurs climatiques qui sont pas tellement maîtrisés à l'heure actuelle, qu'on n'a pas bien compris. Or, quelques milliers d'années, moins de 1000 ans plus tard, tout ça était recouvert à nouveau par la forêt sibérienne, la taïga, hein, qu'on retrouve au nord du Canada, etc., par la toundra plus au nord encore, c'est-à-dire la steppe polaire. Tout ça s'est reconstitué en moins de 1000 ans. C'est quand même fabuleux, c'est même absolument extraordinaire que cette épouvantable catastrophe écologique qui a complètement laminé 40 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre ait pu s'effacer et se retrouver. Ça montre la puissance de la biosphère terrestre. Hein. Cette capacité de résilience et de résistance est stupéfiante. C'est pour ça que je ne suis pas trop pessimiste, malgré tout ce qu'on lui fait subir actuellement. Je pense qu'elle s'en sortira très bien. Bon, voilà, nous avons notre mère biosphère, mère nature, qui est quand même qui a une belle constitution. Enfin, il ne faut quand même pas trop tirer dessus quand même. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous voyez, sur la Terre, c'est ça. Dans un système confiné, alors là, si on veut que ça tienne le coup, il faut vraiment tout contrôler. Et dès que ça se met à bouger un peu mal dans un sens, il faut liquider tous les micro-organismes qui sont dedans, stériliser tout, et réensemencer avec des micro-organismes tout neufs. C'est ça la solution. Mais c'est, comme vous le voyez, c'est une solution qui est très technologique, très techno-biologique. Oui. Je me lève parce que je ne vois pas trop. Dans tout cela, on suppose que tous les astronautes sont végétariens. Alors, je vais y venir. Je vais y venir. Comme moi, j'aime les beefsteaks et on ne va pas amener des vaches dans une station spatiale ou un vaisseau spatial. Alors, peut-être les protéines dont les gens ont besoin, elles pouvaient être, je ne sais pas, je spécule, obtenues à partir d'un système hybride végétaux, insectes. Parce que les insectes, c'est quelque chose qui vient. Alors, est-ce qu'il y a, je sais pas, des idées de faire des végétaux spécialement adaptés à une variété, une espèce d'insectes comestibles pour avoir les insectes et puis la salade. Alors, votre question comporte plusieurs volets tout à fait intéressants. La première, c'est que, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas trop allonger mon exposé. La première, c'est que l'espèce humaine, nous sommes des primates, et que comme tous les primates, nous sommes omnivores. C'est-à-dire que la nature nous a fabriqués pour manger à peu près n'importe quoi. Nous sommes faits pour manger à la fois des légumes, des végétaux, des animaux, etc. et des champignons. Alors, petite parenthèse, quand j'ai fait mes études, il y a maintenant bien longtemps, il y avait le règne végétal, puis il y avait le règne animal. Alors maintenant, depuis très peu de temps, entre les deux, il y a un nouveau règne qui est celui des champignons, qu'on a séparé, qu'on a mis à part. Il y a les animaux, les champignons et les végétaux.
Les végétaux, les champignons ne sont pas des végétaux et ce n'est pas non plus des animaux. Bon, alors les champignons, les protéines. La plupart des végétaux que nous cultivons actuellement ne fournissent pas l'équilibre d'acides aminés. Vous savez que les protéines sont formées des chaînes d'acides aminés. Et il y a 20 acides aminés qui sont qui nous sont nécessaires et indispensables, et les végétaux actuels ne les fournissent pas dans les mêmes proportions qu'un régime, que le régime que nous devrions avoir. Je suis incapable de vous les citer de mémoire, je suis désolé, mais ce n'est pas ma partie. Mais il y a 3, 4, 5 acides aminés qui, à l'heure actuelle, pour la plupart des êtres humains, sont fournis essentiellement par des aliments d'origine animale, c'est-à-dire du lait, du fromage, des produits laitiers, des œufs ou de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la première, c'est qu'on peut équilibrer. Malgré tout, rien qu'avec des végétaux, on peut équilibrer. Il y a certains végétaux qui apportent ces acides aminés. Là encore, je suis incapable de vous dire lesquels, mais c'est dans la littérature, ça. Et donc, on peut de ce côté-là équilibrer. Seconde partie de ma réponse, dans les algues microscopiques, ils y sont. Dans les spirulines en particulier, vous pourriez vivre uniquement en bouffant des spirulines. Alors, vous en avez peut-être assez au bout de quelques mois ou de quelques années, mais d'ailleurs, les spirulines sont à l'heure actuelle vendues comme complément alimentaire équilibrant dans les maisons de diététique. À des prix d'ailleurs absolument astronomiques, c'est le cas de le dire, parce que vraiment, ça fait partie de l'exploitation intelligente des lubies des individus. Troisième chose, alors les insectes, beaucoup de gens y ont pensé, alors sur Terre même. Effectivement, on peut élever des insectes. Si parmi vous, il y en a qui ont voyagé un peu, ils ont certainement dû manger déjà des sauterelles. En particulier, il suffit d'aller en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, on vous sert des sauterelles directement comme ça. Un certain nombre de gens en Amérique latine, on sert des fourmis amazoniennes grillées avec l'apéritif, vous voyez, au milieu des cacahuètes, des amandes et des petites choses de ce genre. C'est pas extraordinaire comme goût, je peux vous le garantir. Enfin bon, ça c'est autre chose. Alors, les insectes, oui, c'est une possibilité, certainement. Il y a d'autres possibilités. Alors la première, c'est les poissons. Le Mélissa, donc l'ESA, a mis avec ses compartiments de Mélissa, a mis dans un certain nombre de cas un compartiment interminaire avec des poissons. Ça marche pas mal. Ça marche même très bien. Et ça, c'est probablement une possibilité qui est à la portée, j'allais dire, quasiment directe, avec le problème de la pesanteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. À savoir que les poissons, avec leur système d'équilibre de vessie natatoire, ont besoin, bien que dans l'eau, l'effet d'Archimède, vous savez que l'effet d'Archimède est une force qui vous enveloppe et qui est due au fait que la pression au niveau le plus bas de votre corps est plus forte que la pression que vous avez en haut. C'est ça qui fait que vous flottez, finalement. C'est ça la poussée d'Archimède. Alors, ça c'est dû au champ de pesanteur. Alors, dans l'espace, la poussée d'Archimède n'existe pas, et donc le poisson avec sa vessie natatoire, il est complètement déréglé, il vit la tête en bas, il vit dans tous les sens, il est en état d'apesanteur. Alors évidemment, on peut faire des aquariums en centrifugeuse, ou si on est à la surface de Mars ou de la Lune, de toute façon il y a un tiers ou un sixième de G. Donc le poisson c'est une solution. Il y a une autre solution possible, qui est la culture de muscles
artificielle, non pas à partir de cellules de musculaires prélevées directement sur les animaux, sur un bovin ou sur un animal, un volatile quelconque, mais à partir de cellules souches. C'est-à-dire des cellules. Alors, il y a des essais qui ont été faits il n'y a pas très longtemps, depuis quelques années à l'INRA en particulier en France, avec la beefsteak artificielle fabriquée à partir de cellules souches musculaires, tenant des muscles, avec des résultats intéressants, à un coût pour l'instant que je n'ose pas qualifier d'astronomique, parce que vous m'accuseriez de faire des... voilà. Mais le goût était, paraît-il, est excellent. Bon, ça c'est aussi une autre solution. Et puis il y a la dernière solution, c'est celle de biosphère 2, c'est-à-dire à la limite d'emmener des animaux avec eux. Mais ça c'est pas pour demain matin, hein. Ça, il faudra vraiment faire des biosphères très élaborées pour se permettre d'emmener avec eux. Alors parmi les animaux probablement les plus faciles animaux, en dehors des insectes. Parmi les vertébrés, c'est certainement les oiseaux qui sont les plus faciles à élever en grande quantité. Vous voyez. Alors malheureusement, on pense immédiatement aux élevages en batterie des poules, etc. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce sont les vertébrés, mis à part les poissons, les vertébrés qui transforment le mieux les calories qu'on leur donne à manger en protéines. Comme usine à protéines, c'est ce qui est encore de plus efficace parmi les vertébrés. Et parmi les invertébrés, j'avais lu des papiers, je ne sais plus trop où, c'était les gastéropodes ou des choses de ce genre. Autrement dit, oui, les gastéropodes sont ceux qui transforment la cellulose des végétaux avec le rendement le plus élevé en protéines. Oui. Mais j'imagine qu'en apesanteur, ah, oui, ça. Apesanteur, les sauterelles, les Alors, mais sur Terre, je suis persuadé qu'il y a des gens qui élèveront dans quelques temps des insectes pour les manger. Hein, ça, c'est sûr. Les sauterelles, c'est probablement relativement facile à élever. Jamais essayé, mais ça doit être facile à élever. Il y a eu des cailles du Japon qui ont été élevées sur Mir et elles étaient totalement désorientées. C'était au cours d'une mission, je crois vers le milieu des années 90. On voyait ces pauvres animaux qui étaient un petit peu complètement désorientés à bord de la station. Ah oui. Ça n'a pas été une première. Il y a eu également, lors de la première mission de Claudie Aigneret, je crois, en 96, des salamandres qui ont également été élevés sur la station. Ce sont des animaux, la plupart des animaux terrestres ont évolué avec la pesanteur terrestre et nos canaux semi-circulaires ont été faits comme ça et finalement les astronautes arrivent à s'y retrouver parce que leur intellect leur dit que c'est quelque chose qui n'est pas anormal et que on peut le subir sans risque, mais s'il n'y a pas l'intellect qui par derrière rectifie les impressions que peuvent les sentiments entre guillemets, ou les impressions physiologiques qu'ils peuvent recevoir, c'est certain qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent être complètement désorientés. Je sais que il y a eu des animaux qui ont été envoyés dans l'espace. Enfin, il y a eu les chiennes russes, il y a eu des singes envoyés par les Américains, en particulier dans les années 70. Il y a eu un singe qui est devenu qui a fait une dépression nerveuse, qui est devenu complètement fou, quoi. Bon, c'était insupportable pour lui de se retrouver dans ce système. Bon, vraiment, le Homo sapiens, je ne dis pas qu'il a été fait pour aller dans l'espace, mais il est équipé, dirons, d'un encéphale qui lui permet d'intégrer le système. Les animaux qui n'ont pas cette capacité d'intégration de cette situation totalement anormale, pour une pauvre bête comme ça, de se retrouver dans des conditions de ce genre, ça doit être particulièrement éprouvant, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr, oui.
Alors, pour les chats qui ont l'habitude de se retrouver sur leurs pattes quand on les laisse tomber, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a envoyé des chats dans l'espace, je ne crois pas. Des cobayes. Et ils les trouvaient tellement gentils qu'ils les ont sortis de leur boîte. Et une demi-heure après, il y avait plein de crottes de cobayes partout. On a peut-être le temps encore de quelques questions, ou sinon, je ne sais pas, des questions. C'est bon, vous avez une question, non? Sinon, Écoutez-y. Merci.